And then I'll start in maybe like 2 or 3 minutes just to keep to the time. Yes. Welcome, everyone. We're just going to get started in a couple of minutes. If you could please pause or mute yourself so that we don't hear any feedback, that'd be great. Bonjour à tous, nous allons bientôt commencer. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos microphones pour que nous n'ayons aucune interférence. Merci. Yes, 079. Vraiment, ça m'a chauffé. Hein. J'ai fait l'intervention depuis le 5. Oui, ça va beaucoup mieux. Maintenant, il n'y a pas depuis d'abord le service. Hi, everyone. Could you please mute yourself? Merci. We'll get started in just 1 minute. Hello, everyone. I'm Satu Mathieu from Burundi in Bujumbura. Hi. Hello. Hello, thank you. Thank you. Salut. Salut. Allô, bonjour. Bonjour, je suis Adrien Kilimali à Goma, en RDC, République démocratique du Congo pour IPIS. Oh, super, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Oh, super, merci à vous. Okay, let's get started. Hello. Bonjour, Regina Ouattara du Burkina Faso. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir, monsieur ou madame Ouattara. Bonjour. Madame Ouattara. Ok, madame Ouattara, bonjour, désolé. Ok, merci. Vous êtes de quelle organisation? WILF, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Wow, super. Women's International League for Peace and Freedom. Great, great. We are happy to have you on board. Thank you. Okay, Benjamin, should we get started now? And maybe you can give the announcement on translation. Yes, we can start. Yeah. Est-ce qu'il y aura la traduction en français? Oui, il y aura une traduction en français. Il y aura une traduction en français. Okay. Stephanie, do you want to start in English, and then I will just announce after you the translation aspect in French? Sure, definitely.
Well, great. Welcome everyone to today's webinar. We're very happy to Très bien. have you all join us. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire. Nous vous souhaitons la bienvenue pour votre participation à ce webinaire. Il s'agit du lancement de ce rapport sur la For corporate redevabilité accountability. en Afrique And et nous aurons l'occasion d'échanger sur ce sujet. Le webinaire d'aujourd'hui est venu à point nommé compte tenu de ce qui se passe sur le continent en termes de flux financiers illicites. Et nous sommes donc ravis de vous avoir parmi nous. here's a little bit of background on Accountability Council and ACA. And I'll just give you Voilà un petit historique sur les organisations Accountability Council et l'ACA. Et après l'introduction, nous allons discuter des concepts clés the project coordinator of de la réunion. Et puis, nous allons inviter M. Benjamin Traoré, qui est le coordonnateur de l'ACA, ainsi que Ronnie Chacha Moussanga, qui nous vient d'Accountability Council. Il s'agira pour eux de souligner certaines difficultés relatives à la redevabilité sur le continent. Et il s'agira également d'évoquer les différentes stratégies qui sont mises en place pour traiter de ces problèmes d'investissement. Après cette présentation, nous aurons un petit moyen de réflexion, un petit moment de réflexion, ce qui sera suivi lui-même d'une session de questions-réponses adressée à moi-même et adressée à nos panélistes. Je vais maintenant donner la parole à Benjamin afin que vous puissiez faire la traduction. So just a little bit Merci. about Accountability Council. Je vous donne quelques informations sur Accountability Council. Mesdames et messieurs, serait-il possible de dire à l'oratrice d'aller un peu plus lentement? Il est difficile pour l'interprète de la suivre. Alors, notre organisation travaille sur tout le continent et dans le monde entier afin de communiquer la voix des différentes communautés affectées. La Coalition africaine pour la redevabilité des entreprises, l'ACA, est une coalition d'organisations qui travaillent en Afrique afin d'assurer la redevabilité des entreprises vis-à-vis des communautés dans lesquelles elles travaillent. Aujourd'hui, l'ACA a 123 organisations membres provenant de 31 pays africains. Nous sommes donc ravis de vous avoir parmi nous, et vous qui participez à ce webinaire. Alors, quel est le problème? Pourquoi sommes-nous ici présents? Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous travaillent sur le continent et vous savez que les investisseurs travaillent sur ce continent en investissant partout, et ce, surtout dans le domaine des infrastructures, de l'extraction minière et autres. Malheureusement, notre expérience montre que généralement, les investissements peuvent être néfastes pour les communautés dans lesquelles ils sont consentis. Le rapport dont nous allons discuter aujourd'hui montre de nombreux exemples de ces effets néfastes. Au Libéria, au Nigeria, par exemple, nous avons vu les effets néfastes de ces investissements dans le domaine de l'exploitation du caoutchouc et autres. Évidemment, nous avons également la même situation au Kenya avec les plantations de cacao. Et cela ne se limite pas à cela. Il y a également des catastrophes environnementales qui sont causées, des abus des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme qui sont causées par ces investissements. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà diverses expériences en termes d'impact négatif de ces investissements. Alors, pourquoi est-ce le cas? Généralement, parce que la cause principale, c'est l'échec des modèles de développement internationaux qui tiennent compte des intérêts des communautés. Généralement, les communautés locales
ne sont pas impactés positivement. La consultation de ces communautés n'a pas lieu et cela ne donne pas l'opportunité à ces dernières de s'exprimer quant à leurs besoins réels. De plus, les obligations des entreprises vis-à-vis des communautés ne sont pas respectées et cela cause des problèmes. Ceci, comme vous le savez, entraîne de nombreux impacts négatifs. Mais quelle est l'origine de cela et où est-ce que cela se passe? Sur cette diapositive, vous verrez par exemple plusieurs pays. Il faut dire ici qu'il y a diverses données qui sont disponibles, mais il est difficile d'avoir une idée claire. Ce que nous voyons ici, c'est que selon les institutions financières internationales qui jouent un rôle important dans le financement des investissements en Afrique, nous avons remarqué que les investissements consentis sur le continent ne proviennent pas uniquement des acteurs étatiques. Cependant, les modèles de financement qui existent aujourd'hui continuent d'être les modèles les plus importants et représentent environ le tiers des investissements consentis sur le continent. La majorité de ces investissements se font en Afrique subsaharienne. Et au cours de la dernière décennie, les pays africains ont vu la résurgence de banques commerciales et d'autres acteurs dans le cadre de ces financements. Nous avons également remarqué, par exemple, que la Chine, en tant qu'acteur étatique, joue un rôle encore plus prépondérant. Les États-Unis, la France continuent également de jouer un rôle encore plus important, au-delà, bien sûr, de l'aide financière que ces pays apportent directement au pays. Ces investissements peuvent se faire également par le biais d'entreprises provenant de ces pays. En dollars, nous avons remarqué que la Chine fournit encore plus d'investissements en Afrique que par le passé. Et cela se remarque également par le nombre de projets que nous voyons débuter sur le continent. La conclusion est simplement que de nombreux investissements sont consentis en Afrique, proviennent de divers pays, proviennent de diverses organisations, mais tout cela a un impact négatif. Alors, quelles sont maintenant les options de redevabilité? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut demander aux orateurs de bien vouloir éteindre leur microphone? Merci. Et quelles sont maintenant les possibilités de redevabilité? Mesdames et messieurs, l'interprète a des difficultés à entendre l'oratrice. Sense, the cost or lack of access to legal support, geographic distance Le between coût d'accès à la justice, la distance géographique et autres peuvent avoir un impact sur la redevabilité des entreprises vis-à-vis des communautés. Il existe quelques exemples connus et les communautés économiques régionales disposent par exemple de certains tribunaux, de certaines cours qui peuvent être utilisés par les pays africains pour faire respecter leurs droits. Cependant, le manque d'application de la loi est un facteur qui contribue à l'inefficacité de la And so there's this protection des well-known communautés. accountability gap for international Cela signifie donc qu'il existe cet écart de redevabilité qui constitue un problème. Could you please mute yourself? Mesdames et messieurs, veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. And so, as I was mentioning, this lack of Comme je le robust disais, domestic judicial options have ce manque d'options judiciaires solides Sorry, I was accidentally put on mute. For non-judicial options, there are a couple of sets of pour key les options non traditionnelles, il existe un ensemble d'acteurs clés
qui jouent un rôle dans cet espace. Premièrement, nous avons le mécanisme de redevabilité indépendant. Et plus tard, nous entrerons un peu dans les détails de ce que nous appelons ces mécanismes indépendants, mais il s'agit de mécanismes non traditionnels qui ont été élaborés par les institutions multilatérales. Il s'agit de mécanismes indépendants de la gestion indépendante de la hiérarchie de ces institutions. Ces mécanismes disposent de leur propre budget et ne font des rapports qu'à leurs propres dirigeants. Et c'est un système totalement différent de celui en place par les institutions multilatérales. Et nous entrerons un peu plus dans les détails un peu plus tard par rapport au fonctionnement de ces mécanismes. Il existe un autre mécanisme qui est celui appelé les points de contact nationaux. Et il s'agit ici pour les entreprises ou les entités nationales qui appartiennent à diverses organisations de pouvoir justement s'exprimer sur cette plateforme. Et ces points de contact reçoivent des plaintes et utilisent des directives pour justement mesurer le niveau de redevabilité des entreprises. Et donc, dans ces points de contact nationaux, les entreprises commerciales privées, par exemple, disons Monsanto, qui travaillent à l'extérieur des États-Unis, peuvent être indexées quant à leur violation des droits de l'homme. Et les points de contact nationaux peuvent jouer un rôle dans l'indexation de ces entreprises. En plus de ces mécanismes indépendants de redevabilité, il existe d'autres mécanismes qui se font voir au niveau projet. Nous avons des projets volontaires qui disposent de leur propre code de conduite. Nous avons le TI, par exemple, ou l'initiative des industries extractives, ainsi que d'autres. Et bien que ces initiatives existent, il y a des obstacles au recours. Pourquoi? Premièrement, les investisseurs doivent disposer de ces mécanismes ou souscrire à ces derniers. Les institutions multilatérales n'ont pas, par exemple, d'options contraignantes pour les entreprises. Et cela a un impact négatif. Nous savons par exemple que les entreprises chinoises n'ont aucun mécanisme de correction ou ne souscrivent à aucun mécanisme de recours. Et donc, c'est extrêmement difficile. Pour les entreprises américaines, par exemple, le Congrès américain dispose d'un mécanisme, mais auquel ne souscrivent pas toutes les institutions et toutes les organisations. Une autre question est celle de savoir qui finance le projet et quels sont les mécanismes de redevabilité qui sont disponibles à ce niveau. Et il y a très généralement des difficultés, des obstacles à l'atteinte et à l'accès de la justice qui rendent la tâche difficile. Je vais m'arrêter ici et je vais donner la parole à Benjamin avant de revenir pour continuer. Merci. And Benjamin, you are on mute. Thank you very much. Thank you very much, Stéphania, Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette introduction. I'm very delighted. Je suis très ravi de faire partie de cette session pour le lancement de ce rapport, qui est un rapport très, très important et d'une très grande valeur. Very sorry for these interferences. Je vous présente mes excuses pour ces interférences. Et je disais un peu plus tôt que l'ACA est ravie d'être ici présente pour le lancement de ce rapport important. Ça a été une aventure très, très intéressante et très plaisante avec Accountability Council. Et nous sommes ravis
de voir que cela provient de l'expérience de nos membres et des communautés en Afrique. Au même moment, cela nous permet d'avoir des directives relatives au travail que nous pouvons effectuer avec nos communautés. Cela leur permettra de comprendre ce que c'est que l'accès au recours ainsi que les possibilités qu'elles ont d'avoir recours. Et c'est exactement ce qui m'a été demandé de préparer aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous certaines diapositives pour ma présentation et je me concentrerai sur certains mécanismes. Et mon ami et collègue Robbie fera une présentation sur les autres voies de recours. Avant de continuer, cependant, j'aimerais demander aux participants de bien vouloir éteindre leur micro. Merci beaucoup. Je disais donc qu'aujourd'hui, ma présentation porterait sur les recours judiciaires et plus précisément les difficultés auxquelles nous faisons face en termes de procédures et de solutions judiciaires. Comme vous voyez, j'ai préparé la présentation en anglais, mais je sais que nous avons de nombreux francophones et si vous me le permettez, j'aimerais passer au français et continuer la présentation dans cette langue afin que notre public francophone puisse être représenté. Je vais m'étaler sur quelques aspects du rapport que nous avons publié aujourd'hui, que nous lançons officiellement aujourd'hui du moins, et qui concerne en fait l'accès au recours, mais uniquement sur le plan judiciaire. Mon collègue, tout à l'heure, va se prononcer sur d'autres types d'accès, d'autres types de recours dans le domaine. Alors, je vais très rapidement partager quelques slides avec vous. Je vais commencer par définir un peu ce que c'est que la notion d'accès au recours. Ensuite, je me pencherai sur quelques types de recours sur lesquels revient notre rapport et je m'étalerai ensuite sur les différents obstacles qui sont parfois rencontrés par nos communautés lorsqu'elles cherchent à accéder au recours. Et puis, je ferai à la fin, je relèverai deux recommandations que je tirerai de ce rapport. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'accès au recours? Il faut savoir que l'accès au recours, c'est un principe général de droit, un principe général de droit qui découle du fait que c'est une considération élémentaire d'ailleurs, que lorsqu'il y a un préjudice, eh bien, il est important qu'il y ait une réparation. Alors, ce principe est bien connu en droit international. Il est particulièrement présent dans le droit international des droits de l'homme et c'est dans ce sens que ce principe a été réaffirmé en ce qui concerne les entreprises et les droits de l'homme dans l'instrument qui constitue aujourd'hui le cadre de référence au niveau international, à savoir les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Et ces principes directeurs disent clairement que l'accès au recours, évidemment, c'est le fait de permettre à des personnes qui ont été victimes de violations de leurs droits liés à l'activité des entreprises ou du secteur privé, c'est le fait de leur permettre justement de voir ces préjudices réparés. Évidemment, les recours auxquels on fait allusion ici doivent avoir un certain nombre de qualités. Ils doivent être accessibles, ils doivent être rapides, ils doivent être effectifs et ils doivent être
conduits par des organes indépendants. Donc, voilà un peu en ce qui concerne très rapidement la définition de l'accès au recours. Et je m'en vais très rapidement, puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vais juste maintenant me pencher sur les types de recours qui existent au plan judiciaire. Donc, j'ai dit tantôt qu'il y avait des recours judiciaires et des recours non judiciaires. Moi, je vais juste parler de quelques recours au plan judiciaire que nous avons étudiés dans notre rapport. D'abord, il faut mentionner les cours et tribunaux nationaux, c'est-à-dire que ce sont les juridictions ordinaires qui peuvent connaître des situations dans lesquelles, n'est-ce pas, des droits sont violés et des préjudices sont commis. Donc, les cours et tribunaux de l'État hôte, donc l'État sur lequel l'investissement, n'est-ce pas, a lieu. Il y a aussi les cours et tribunaux des États d'appartenance, n'est-ce pas, des sociétés mères ou des organisations mères qui, en fait, sont du coup également, dont la compétence peut rentrer en ligne de compte en ce qui concerne les recours devant les tribunaux étatiques. Puis alors, vous avez les tribunaux au niveau régional. Donc, dans le cadre africain spécialement, nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons des tribunaux d'ailleurs comme des organes quasi-juridictionnels, comme on les appelle, donc la commission étant plus un organe quasi-juridictionnel qu'un organe juridictionnel en tant que tel. Donc, vous avez la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, vous avez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vous avez aussi des juridictions sous-régionales dont certaines sont très actives et qui ont des résultats plus ou moins satisfaisants ou qui donnent de l'espoir pour l'avenir. Je veux penser par exemple à la Cour de justice de la CEDEAO. En ce qui concerne la Commission africaine, comme vous le savez, elle a souvent traité de situations dans lesquelles les droits de l'homme sont violés ou affectés par l'activité d'acteurs privés. Vous avez des affaires emblématiques comme l'affaire Ogoniland au Nigeria. Vous avez aussi l'affaire Ogiek avec qui c'est au Canada et pardon au Kenya, cette communauté kenyane. D'ailleurs, cette affaire a connu un dénouement devant la Cour africaine des droits de l'homme. Malheureusement, le plus souvent, ces organes sont difficiles d'accès, ne sont pas suffisamment utilisés par les communautés ou alors leurs décisions ne sont pas toujours appliquées avec respect, ne sont pas respectées par les États. Alors, à côté de ces types de recours, je vais maintenant m'étaler sur les obstacles qui sont rencontrés par les communautés dans l'accès aux voies de recours. Alors, j'en ai distingué deux types. Il y a des obstacles de type juridique et il y a des obstacles que je qualifierais de pratiques. Alors, sur le plan des obstacles juridiques, il faut d'abord relever l'extrême formalisation du système juridique dans certains de nos États, des États post-coloniaux, qui souvent n'ont pas post-colonial states which have not succeeded in integrating certain cultural and traditional aspects in the judicial system. And that brings to mind the question or the example well known of the land ownership. In many situations, traditional law or culture are in contrast with the common law. So populations are dispossessed of their land without any recourse or access to judicial remedies. That's one aspect identified by our report.
There's also the aspects of access to information. As you well know, it is a right, but depending on the country, this access may vary. But often times we find out access to information is definitely a judicial question encountered or judicial obstacle encountered by communities. When a project is launched and that communities are not even consulted, that is one example. And there is also the aspect of the availability of information, which is not accessible by the communities. And in addition to that, if we look at the state level where discussions are held with companies, we have restrictions on the application of extraterritorial rights of the country. I'm not going to go into details, but we have examples of African communities which have initiated prosecution processes with against companies from America or Europe, but unfortunately the judges in these courts did not have competence, extraterritorial competence. Another aspect that I would like to mention is the shrinking of the civil space. Well, this is, well, we do have interferences in the background. We would require participants to switch. Au niveau africain, à travers des attaques contre les défenseurs des droits de l'homme, spécialement en cette période de Covid, vous avez vu les restrictions que les États ont adoptées. Le plus souvent, cela crée une atmosphère qui est favorable, n'est-ce pas, à l'arbitraire et aux attaques contre les défenseurs des droits de l'homme. Alors, vous avez aussi ce que Stéphanie a mentionné de façon très brève. Vous avez on pourrait appeler la capture par les entreprises de l'État. C'est-à-dire que c'est une pratique qui consiste, n'est-ce pas, avec des ramifications de corruption, à faire en sorte que le système judiciaire n'est pas à mesure finalement de traiter de ces affaires qui concernent les entreprises parce que le système est capturé par les entreprises. Justice, please, can you mute yourself? Like this. Justice, can you please mute yourself? Justice, est-ce que vous pouvez éteindre votre microphone, s'il vous plaît? Dénommé ici le manque de ressources. Beaucoup de nos communautés manquent de ressources à la fois financières, mais aussi des ressources, j'allais dire, en termes de connaissances, pour pouvoir porter ces affaires devant les juridictions. Et ce manque de ressources est criard dans plusieurs communautés, où aussi vous avez le fait que ces communautés soient très distantes des centres de décision qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, leur engagement dans le processus judiciaire, dans les procédures judiciaires au sein de l'État pour parvenir à obtenir des recours efficaces et effectifs. Alors, vous avez également, en fin de compte, l'absence, n'est-ce pas, je l'ai mentionné tantôt, de connaissances, de stratégies du contentieux, et il est important justement que cela soit mentionné parce que beaucoup de communautés manquent justement
d'informations et de connaissances juridiques nécessaires pour ces affaires. Je vais donc finir avec 2 recommandations que je tire du rapport. Il y a plusieurs recommandations bien détaillées dans ce rapport. Je vais finir avec 2 recommandations et mon ami Roby va continuer avec d'autres recommandations. La première recommandation, c'est faire en sorte que le cadre juridique existant soit renforcé pour pouvoir exiger la responsabilité, la redevabilité des entreprises au plan judiciaire. Ce cadre juridique est fragile et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ACA, la coalition africaine pour la redevabilité des entreprises, se bat pour que, au niveau international, des standards plus élevés soient adoptés, plus contraignants, notamment un traité international pour pouvoir contraindre les acteurs qui interviennent dans ces processus-là. Deuxième recommandation ici, plus de ressources pour les communautés, comment dirais-je, le renforcement des capacités de ces communautés, le renforcement de leurs capacités en matière de plaidoyer pour pouvoir se faire entendre. Alors, je vais m'arrêter là et merci beaucoup pour votre attention. Thank you, Benjamin. We'll go to my colleague Robbie Chacha-Mosenda. Nous allons donc passer à Robbie Chacha-Mosenda qui va donc nous parler des options non judiciaires. Merci beaucoup Stéphanie et Benjamin pour cette introduction. Je n'ai pas de présentation PowerPoint, mais je vais essayer donc d'emboîter le pas à Stéphanie et Benjamin. Je m'appelle Robbie Chacha-Mosenda et je travaille au Conseil de la redevabilité basé au Kenya et je travaille dans l'appui des communautés pour l'accès aux droits communautaires. Comme Benjamin l'a mentionné et Stéphanie également, parlant des mécanismes judiciaires, les mécanismes non judiciaires sont complémentaires à ceux qui ont été évoqués par les 2 intervenants avant moi. Et donc, pour des besoins de complémentarité, les institutions financières internationales ont des bureaux qui sont donc habilités à recevoir les plaintes liées aux projets dans lesquels ces entreprises sont impliqués. Donc, ces bureaux sont donc dénommés mécanismes de redevabilité internationaux qui donc ont la responsabilité d'étudier les dossiers reçus. Et bien sûr, les règles selon lesquelles elles opèrent et bien sûr, la hiérarchie est différente pour ces organes. Et donc, il y a donc du travail qui est effectué pour renforcer donc les interventions de ces bureaux afin donc de garantir les droits des communautés. Donc, il y a plusieurs options de redevabilité qui existent. Nous avons donc la Banque africaine de développement qui a un mécanisme indépendant d'évaluation. Nous avons également d'autres institutions qui ont donc à leur disposition d'autres mécanismes. La Banque européenne de développement également en a un. Donc, ces mécanismes existent et dépendant de l'institution responsable du financement d'un projet, vous pouvez donc saisir leur bureau responsable de ces questions. Il y a également les points de contact nationaux mentionnés par Stéphanie qui sont donc contenus dans les lignes directrices de l'OCDE. Et c'est donc là également un autre moyen non judiciaire pour donc veiller au respect des normes et procédures. Donc, ces mécanismes peuvent être utilisés en plus d'autres mécanismes. Nous avons eu un cas à Lamu où nous travaillons avec une communauté pour
défendre les droits et ces droits et plusieurs mécanismes ont été utilisés, les protestations et bien sûr une procédure judiciaire et parfois pour certains mécanismes permettent donc une dualité des procédures et certains des avantages que cela comporte d'utiliser ces mécanismes sont tels que les barrières d'accès sont donc minimales, les avocats ne sont pas impliqués dans ce processus et les règles sont moins complexes. Donc, ces mécanismes sont donc à une échelle en dessous de ce que l'on retrouve dans les mécanismes judiciaires. Et ces processus sont donc dirigés par les communautés elles-mêmes. Cela signifie qu'elles peuvent se représenter elles-mêmes. Et bien sûr, cela fait qu'elles deviennent des partenaires importants dans la recherche des solutions. Donc, la plupart de ces bureaux essayent donc autant que possible d'avoir une interface avec les cases. The third advantage is that de trouver un moyen donc de mieux garantir leurs droits. And although there are delays in the process, they should be less burdensome and are less time consuming than surtout en ce qui concerne les procédures. Et comme Benjamin l'a dit tantôt, les mécanismes judiciaires ne sont pas nécessairement donc à la portée des communautés. Donc, parfois, les procédures dans certains pays prennent beaucoup de temps et bien sûr, à côté de cela, il y a le manque d'intérêt de la part du public et sans oublier donc la distance géographique qui existe entre les lieux de résidence des communautés et les lieux d'accès aux moyens judiciaires. Donc, cela pose un obstacle à l'accès par les communautés aux voies de recours judiciaires. Même lorsqu'on parle des mécanismes de redevabilité indépendants, il existe toujours une limite d'accès aux voies de recours. Il y a certains écarts de redevabilité tels que les aspects financiers, tels que par exemple, ici on peut citer l'exemple des sociétés chinoises où il y a une opacité dans les transactions et les investissements, surtout la chaîne des participants. Et Stéphanie a abordé cet aspect. Il y a également la sensibilisation au niveau des communautés et cela est souvent sous-exploité et brise les liens entre les lacunes du système également sont donc un aspect important ici. Et il y a également le caractère biaisé de ces procédures qui ne permet pas aux communautés de faire bon usage de ces voies de recours. Et nous avons également les institutions financières internationales parlant de leur capacité de lancer des enquêtes et parfois donc cela pose un problème également. Donc, au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons donc une évaluation actuellement en cours de son mécanisme de redevabilité indépendant. Et bien sûr, on peut mentionner parmi donc les défis le fait que les décisions ne sont pas respectées. Donc, on est plus susceptible de voir des changements politiques que de voir la satisfaction obtenue par les communautés à travers l'utilisation de ces voies de recours. Donc, les recommandations maintenant, les investisseurs doivent donc étendre
la disponibilité et améliorer l'efficacité des cadres de redevabilité non judiciaire. Cela permettrait donc d'éliminer certaines barrières. C'est important donc que ces investisseurs informent les communautés lorsqu'elles entreprennent des investissements, des mécanismes à la disposition des communautés et permettre donc amener ces communautés à comprendre comment opèrent ces mécanismes et comment y avoir accès. La deuxième recommandation concerne les communautés. Afin qu'elles bénéficient donc d'un plaidoyer plus accru, il faut donc une sensibilisation plus importante et bien sûr un partage des connaissances et des ressources plus important également, en plus des voies de protection juridique. Les communautés devraient donc pouvoir exprimer leurs préoccupations en ce qui concerne les projets qui sont en cours dans leur communauté et obtenir bien sûr l'appui des autres organisations partenaires pour aider ces communautés à la sensibilisation et les stratégies, sans oublier donc bien sûr les connaissances et les ressources requises qui sont souvent un obstacle et bien sûr créent un déséquilibre entre les réactions. Et nous avons également toutes les parties prenantes qui doivent bien sûr se focaliser sur les voies de recours, en plus de l'accès à ces voies de recours. Donc, ces engagements doivent être appuyés par des ressources, c'est-à-dire des fonds, et des conséquences lorsqu'il y a des violations. Merci beaucoup pour votre attention. Je reste à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Robbie. Nous avons donc suivi les présentations de Robbie et Benjamin. En ce qui concerne l'accès aux voies de recours par les communautés africaines, nous avons également l'opportunité de suivre la présentation de quelqu'un qui a travaillé en proche collaboration avec les communautés dans le domaine du plaidoyer et bien sûr son intervention est importante pour le rapport sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Nous avons donc M. Omar Amawi du Kenya qui va donc prendre la parole pour quelques minutes. Oui, merci beaucoup Stéphanie. Bonjour, bonsoir, dépendant d'où vous êtes sur la planète. Et je dois dire que ce rapport est très intéressant. Et si vous me permettez 2 ou 3 minutes, j'aimerais souligner l'importance du fait que les communautés soient à l'avant de ce processus d'accès ou de plaidoyer pour l'accès aux voies de recours et bien sûr amener et se faire entendre. Et pour ce faire, je vais commencer en disant que à plusieurs reprises, lorsque ces projets se retrouvent dans les communautés, elles ne sont consultées qu'au moment où il faut donc cocher les cases. Et bien sûr, on établit à partir de cela un rapport qui dit que les communautés ont été consultées, mais c'est pas toujours, cela ne reflète pas toujours la volonté ou alors les besoins des communautés. Et c'est la raison pour laquelle je dis que les communautés doivent être prioritaires. Et je le dis pourquoi? Parce qu'elles sont les experts de la région. Elles dépendent de la nature, elles connaissent les ressources disponibles dans cet environnement et ces ressources finissent souvent par être affectées par ces projets. Je vais prendre le cas de l'AMU, donc pour illustrer pratiquement ce qui se passe. Et donc, lorsqu'on prête attention à ce que disent les communautés, on peut déjà savoir ce qu'elles veulent et comment le leur apporter. Et il faut également, et cela permet également de s'assurer qu'on minimise
au maximum l'animosité ou alors d'autres défis qui pourraient donc naître de la réalisation d'un projet. Donc, vous pourrez vous retrouver à ne pas utiliser beaucoup de ressources lorsque vous avez les communautés de votre côté. Donc, bien sûr, ces projets ont souvent, s'étalent souvent sur 15 à 20 ans. Donc, lorsque vous n'avez pas l'aval des communautés qui vivent dans l'espace où se déroule ce projet, eh bien, vous aurez bien sûr des problèmes de sécurité qui peuvent se poser et cela peut constituer un obstacle à votre projet. C'est important donc que ces communautés jouent un rôle dans le projet. Et également, il y a un autre aspect que j'aimerais mentionner en ce qui concerne ceux qui sont engagés dans le soutien des communautés en vue de les amener à jouir des différents droits qui sont les leurs et bien sûr avoir accès aux voies de recours. Il est important que ce processus soit dirigé par les communautés. Et pendant que l'on interagit avec elles, il faudrait pouvoir trouver un moyen d'échanger et de les amener à comprendre comment ces processus marchent. Parce que très souvent, nous, dans le secteur des ONG, dépendons des financements des bailleurs de fonds. Donc, nous ne pouvons travailler que lorsque les fonds sont disponibles. C'est important donc que les communautés aient ces connaissances afin que lorsque nous ne sommes pas en mesure de leur apporter l'assistance requise, que ces connaissances soient donc mises à contribution pour revendiquer leurs droits. Et j'aimerais dire également que il est triste de constater que ces projets se retrouvent dans les communautés sans qu'elles soient impliquées et elles se retrouvent affectées de manière considérable. Donc, dans un tel processus, on se rend compte que c'est la victime qui doit donc saisir les tribunaux parce que du moins, ça, c'est un principe juridique. L'accusateur est celui qui a donc la responsabilité d'apporter les preuves. Et généralement, c'est les communautés qui sont donc du côté de l'accusateur et doivent donc prouver devant les tribunaux qu'il y a donc eu violation. Parce que ces projets, vous le savez, se retrouvent souvent au sein des communautés marginalisées qui sont très souvent majoritairement analphabètes. Donc, et cela fait que, bien sûr, il y a une impunité totale dont jouissent donc les promoteurs de ces projets. Les mêmes personnes qui seront donc affectées sont celles qui doivent trouver les voies et moyens pour avoir accès au recours. Et je vais finir en disant que pour ceux-là qui représentent les différentes institutions financières représentées, qu'ils représentent ici, j'aimerais donc les inviter à tenir compte du fait que lorsque les projets se retrouvent dans les communautés, que les vérifications préalables nécessaires ont été faites et que effectivement ces projets vont contribuer à l'amélioration du cadre de vie des communautés. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci bien. Et bien sûr, notre intervenant suivant s'appelle Daniel Cissé. Yeah, thanks very much. An opportunity for us. Merci beaucoup à vous. Stéphanie, de m'avoir accordé l'opportunité de partager mon expérience du rapport avec les participants. Merci beaucoup. Je travaille pour Namati et notre organisation travaille avec les communautés dans lesquelles se déroulent les projets d'investissement de grande envergure.
c'est bien sûr, lorsqu'il y a violation, accéder aux voies de recours n'est pas évident. Donc, certains de nos collègues paralégaux travaillent donc avec les communautés en proche collaboration et bien sûr, il s'agit d'apprendre aux communautés comment aborder les situations problématiques. Et c'est un exercice d'autonomisation. Et lorsque on réussit cette autonomisation, on donne aux communautés l'opportunité de résister à tout type d'intimidation de la part du gouvernement ou du secteur privé. Je vais vous donner un exemple. Il y a donc 2000 hectares de terre qui ont donc été cédés à une multinationale sans connaître, bien sûr, les procédures à suivre. Et bien sûr, et grâce à la présence de l'agent paralégal, bien sûr, l'on a pu avoir accès aux voies de recours. Et donc, même après ce processus, donc, nous avons donc pu voir que les communautés ont été autonomisées à prendre les choses en main. Et nous, en tant que Namaté, avons pu donc saisir les tribunaux pour donc obtenir réparation. Ces procédures prennent beaucoup de temps. Mais seulement les communautés jusqu'ici, à travers cette autonomisation, ont été capables de diriger elles-mêmes ces procédures, de prendre les devants dans le cadre de ces procédures. Eh bien, merci beaucoup pour ces réflexions, Daniel. Bien sûr, nous avons donc déjà entendu beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup d'aspects qui ont été abordés par les différents intervenants. Et bien sûr, l'ACA travaille sur le continent depuis fort longtemps dans le domaine de la reddition des comptes. Donc, je pense que, fort de ces connaissances, nous pouvons donc maintenant passer à la séance des questions-réponses. Pas seulement les questions, nous apprécions également vos commentaires et observations. Je vois déjà certains commentaires, l'un nous venant de Diana Metioge qui a une question. Le problème avec les institutions, les mécanismes de redevabilité des institutions financières, c'est le retour d'informations après que les dégâts aient été commis. Donc, comment rendre ces mécanismes plus efficaces? Et je vais adresser cette question à Robbie. Yeah, thanks a lot, Stephanie. I think you're right in terms of the gap between follow-up on the recommendations of community. Merci Stéphanie. Parlant donc de l'écart entre le suivi et l'accès aux voies de recours, cela pose for some of these institutions, these recommendations are non-binding. And so, you know, if you go through sort of a dispute resolution, for example, in the context of
So if you go through a dispute resolution, Lorsque, par exemple, vous analysez le contexte de résolution de conflits ou de mécanismes, vous vous rendez compte que certains de ces mécanismes sont basés, sont volontaires et il est donc difficile d'imposer un point de vue particulier. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de défendre une politique de plaidoyer afin de pouvoir aider les processus, les relations, de façon à ce que ces derniers puissent être transformés en actes concrets sur le terrain. Et c'est ce que nous remarquons généralement. Et ce que nous avons remarqué aussi, c'est que les différentes communautés peuvent être affectées par ce genre de processus. Très bien. Et oui, vous avez raison, il s'agit de s'assurer que les processus puissent être conformes aux mécanismes et que les institutions qui doivent travailler avec les communautés travaillent effectivement avec ces dernières sans avoir un impact négatif sur ces dernières. Et du point de vue conformité, il faudrait peut-être entrer plus dans les détails afin de s'assurer que les recours puissent être transformés en actes concrets. Donc, c'est vrai que c'est une grosse difficulté du point de vue pratique. Et la question maintenant est de savoir, donc, du point de vue hiérarchique, comment impliquer les États, comment impliquer les acteurs étatiques. Comme nous l'avons dit, nous avons également besoin de ressources. Et peut-être qu'il existe des plans d'action disponibles, peut-être qu'il existe des programmes, mais la question est de savoir quelle sera l'origine des ressources et comment allons-nous nous assurer qu'une partie soit utilisée, une partie des ressources financières soit utilisée à bon escient et quelles sont les contributions qui peuvent être faites des différents acteurs, des différentes parties prenantes et quelles sont les meilleures modalités d'utilisation de ces ressources financières. Comes from Maurice Odohambo. Notre question suivante vient de Maurice Odohambo du Kenya. Et il nous dit qu'il demande si le rapport parle également de la mise en œuvre du processus de due diligence. Et c'est-à-dire quel est le rôle de la due diligence en termes de droits de l'homme. Benjamin, je ne sais pas si vous aimeriez répondre à cette question. Yes. Thank you very much. Oui, merci beaucoup. Je crois que cette question est très intéressante dans le sens où elle porte sur les obligations principales, les obligations les plus importantes les obligations les plus importantes des entreprises commerciales. La question de la due diligence commerciale est très importante et cette dernière dispose de plusieurs composantes. Évidemment, certains de ces aspects sont liés à la question relative à l'accès au recours. Alors, premièrement, lorsque vous pensez à l'accès aux informations ou à tous les principes éthiques, à savoir le consentement libre, informé et préalable, par exemple, généralement, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de ce CLIP, donc de ce consentement, généralement, l'application de ce principe par les investisseurs privés nécessite des normes de due diligence internationale. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faut d'abord consulter les communautés locales, il faut divulguer un certain nombre d'informations à la communauté locale et, bien sûr, lorsque vous pensez à certaines procédures légales, certaines procédures juridiques,
il est important à ce niveau de tenir compte de cette due diligence des droits de l'homme, surtout lorsque vous analysez la relation entre une entreprise mère et sa filiale. La due diligence en matière de droits humains joue donc un rôle très important dans cette problématique. Je crois qu'en ce qui concerne l'implication des organisations de la société civile, je ne sais pas très bien si j'ai bien compris la question, mais ce que je vais mentionner, c'est dire simplement que oui, ce que nous disons ici et ce que nous faisons, notamment au sein de l'ACA, c'est d'essayer de créer cette interconnexion entre nos organisations de la société civile. Il s'agit pour nous de fédérer nos efforts au sein d'une plateforme qui puisse faire le plaidoyer de ces questions importantes, et ce, de façon à pouvoir aider nos communautés, nos organisations à obtenir davantage de ressources en termes de connaissances afin de pouvoir justement trouver des solutions à ces questions importantes. Maintenant, pour ce qui est du partenariat avec le pape, et je crois ici qu'on parle bien sûr du pape, et à ce niveau, nous sommes en train encore de travailler pour mieux définir le cadre de cette relation. Cela nous permettra de mieux évoquer ces questions et nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons justement trouver un moyen de mieux coopérer de façon à ce que le pape puisse être davantage impliqué dans ce processus et que nous puissions travailler de pair avec la dite organisation et d'autres. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup, Benjamin. Le commentaire suivant est un commentaire en français et l'intervention dit très intéressant la thématique sur les voies de recours aux mécanismes de redevabilité. Cependant, il y a une question qui se pose au niveau des communautés car elles n'ont pas toujours les détails sur le financement et par le fait même, on ne sait pas comment formuler un recours. Et donc, sans information, il est difficile de formuler un recours. Et cela est une question très, très importante, évidemment. Je vais maintenant donner la parole à Farai. Farai, vous avez mis un très bon commentaire dans la messagerie. Est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus? Hello. Yes, please. Hello. Can I proceed? Yes, please. Okay, thank you very much. I was looking at the unequal power balance between governments and corporations on one side. Mesdames et messieurs, l'interprète a des difficultés à entendre l'orateur actuel parce qu'il y a une interférence. There is a lot of loss that the communities are engaging. Nous avons remarqué que les communautés encourent de nombreuses pertes et je crois que ces recours fonctionneraient mieux si la communauté agissait ensemble et au même moment que les médias. Ma question était donc de savoir si il y a bien sûr cet élan de la part des organisations de la société civile pour soutenir les actions communautaires, car je n'ai pas vu ça dans le rapport. Et cela pourrait justement
aider ce processus de recours. Donc, je ne sais pas si j'ai trop parlé, mais j'espère que vous comprenez en tout cas l'essentiel de mon propos. Oui, Robbie et Benjamin, alors vous pouvez intervenir. Je crois que Robbie a déjà parlé d'une question importante. Peut-être qu'il va entrer un peu plus dans les détails. Oui, merci Benjamin. Et merci à Farai pour le commentaire. Comme je l'ai dit, la question de la redevabilité est telle qu'elle peut être utilisée justement avec d'autres stratégies. Et c'est une situation idéale. Lorsque, par exemple, demandons à certaines communautés, par exemple, de ne dépendre que d'un seul système de redevabilité. Dans la plupart des systèmes, cela n'est pas suffisant. Et dans certains cas, le processus d'éligibilité n'est pas totalement acceptable. Et donc, ces différents processus de redevabilité doivent être utilisés concurremment à d'autres stratégies, d'autres mécanismes tels que, par exemple, le plaidoyer, la défense de politique, les actes, les mécanismes d'élaboration de politiques adaptées, et ainsi de suite. Et cela permet justement la mise en place de procédures parallèles. Je donne un exemple. Lorsque vous avez toutes ces activités qui ont lieu au même moment, cela permet justement d'obtenir des informations de part et d'autre que vous pouvez ensuite fusionner de façon à avoir des dossiers plus conséquents lorsque vous voulez défendre les communautés. Je vais maintenant mentionner le fait que nous arrivons bientôt à la fin du temps qui nous est imparti. Nous devions nous arrêter à 16h15. Et nous avons de nombreuses interventions dans la messagerie, mais peut-être que nous allons nous accorder encore 10 minutes supplémentaires pour pouvoir y répondre. Je vois une autre question de Diana, et il s'agit de savoir si toutes les voies de recours doivent être utilisées avant de pouvoir estimer que la communauté a donc fait ce qu'elle a pu pour défendre ses droits. Et je dirais ici que toutes les voies de recours ne doivent pas être utilisées, surtout dans le cadre, par exemple, d'accords, car il doit y avoir un élément de confiance. Et peut-être que dans ce cas, cela pourrait entraîner des représailles. Et certains mécanismes indépendants de redevabilité nécessitent d'abord un dialogue avec la hiérarchie des entreprises avant de pouvoir aller plus loin. Certains autres mécanismes ne nécessitent pas cela. Et donc, tout cela dépend bien sûr du mécanisme auquel vous faites appel. L'autre question est adressée à Robbie et il s'agit de savoir si les mécanismes indépendants répondent positivement aux plaintes des communautés. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire en parlant d'institutions internationales, car il y a deux éléments différents ici. Alors, je vais expliquer. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'une institution financière indépendante offre, je crois qu'il veut dire ici, qu'il veut parler du mécanisme indépendant de redevabilité. Et donc, oui, il y a des exemples de cas où ces mécanismes indépendants ont pu répondre positivement aux demandes des communautés. Et ça, c'est simplement à cause de leur processus qui leur permet de recevoir les plaintes de la communauté, ensuite d'agir. Ces communautés sont affectées négativement. Elles font appel à ces mécanismes qui, à leur tour, font appel à des institutions. Et donc, ce mécanisme inclut, par exemple, des équipes de recherche, des conseils juridiques et je me souviens, par exemple, d'environ 180 plaintes qui avaient été déposées dans le cadre d'un dossier et les processus ont été conclus
et se sont conclus par des recommandations. Et la question maintenant est de savoir si dans ces situations, les saisines de ces mécanismes se transformeront en recours effectifs. Et je sais par exemple que certains dossiers, oui, touchent à leur fin, elles sont conclues positivement, mais il y a également d'autres cas où, bien sûr, les dossiers n'ont pas abouti. Thank you for that, Robbie. I don't know if anyone from Merci beaucoup, Robbie. Je ne sais pas si quelqu'un de Joy the Children de l'Ouganda ou de Banking Information voudrait dire quelque chose, mais their project that was je me souviens qu'il y a eu un cas dans le secteur du transport en Ouganda. Et ended up having negative impacts on le projet young women a and eu un impact négatif sur les jeunes femmes et les jeunes filles et les jeunes femmes dans la communauté. Et une enquête a été menée et a déterminé que les impacts étaient négatifs. Et à la suite de cela, la Banque mondiale a dû réévaluer son approche du genre afin de pouvoir justement modifier un peu le projet. Voilà, il y a encore quelques questions. Je vais lire une des réponses, une des questions de Timo. Et ensuite, je vois que James a écrit quelque chose. Donc, je crois que ce seront les dernières questions que nous allons poser. Alors, Timo demande dans quelle mesure est-ce que le suivi et l'évaluation, la méthodologie de suivi et d'évaluation peut être impliquée dans ces projets? Je crois que cette question est très importante et nous renvoie à la question de la due diligence. Et il s'agit pour nous de nous assurer que les mesures soient mises en œuvre correctement et que cela se fasse avant, bien sûr, que les communautés puissent avoir besoin de la justice. Et je vois M. Alfred Brenner, par exemple, qui a parlé d'un cas intéressant. Et ils ont travaillé sur un de leurs cas avec une corporation internationale. Et la conclusion de l'enquête qui a été menée par le mécanisme de redevabilité dans ce cas était que le suivi et l'évaluation du projet était insuffisant. Et pourquoi? Parce que le suivi et l'évaluation était basé sur des rapports effectués par le client lui-même au lieu qu'il s'agisse de rapports effectués par des parties indépendantes. Je ne sais pas si mon collègue voudrait ajouter quelque chose, mais en tout cas, du point de vue plaidoyer politique, nous demandons à ce que l'approche soit plutôt locale, de façon à ce que la consultation des communautés se fasse dès le départ et non pas seulement dans le cadre d'une approche du sommet à la base. Mais la communauté doit participer dès le départ et nous essayons de faire en sorte que cela se fasse et que nous accordions notre confiance à la communauté quant à l'expertise qu'elle peut avoir. Évidemment, malgré ces efforts, il se fait bien sûr qu'il y a des situations où les impacts sont négatifs. Voilà. Vous pouvez venir, Alfred. Oui. Merci beaucoup pour cette opportunité et pour les présentations que vous avez effectuées. Ces présentations sont très, très, très enrichissantes et je suis content d'y participer. Et mon background est plutôt celui des énergies renouvelables. Mais vous avez tout à fait raison en ce qui concerne justement le suivi et l'évaluation. Et à écouter tous les orateurs, du début jusqu'à la fin, et que lorsqu'on analyse ce dont nous parlons, la réalité est la suivante.
nous faisons face à des entreprises multinationales énormes qui disposent de fonds énormes. Et donc, la relation est évidemment inéquitable entre ces entreprises et les communautés dans lesquelles elles travaillent. Les États, lorsqu'ils reçoivent des investissements, donc, se concentrent sur les impacts de ces investissements. Alors, oubliez même les communautés. Ces États laissent donc les communautés, les laissent pour compte, et le résultat est ce que nous connaissons. Comme l'un des orateurs l'a dit, il n'y a pas de consultation. On parle de consultation, mais ces consultations ne sont que sur papier. Il y a de merveilleuses idées qui sont exprimées. Et nous avons de nombreux projets qui ont été exprimés sur papier. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une entreprise qui vient, qui veut investir et qui, par exemple, vous dit qu'elle va acheter vos terrains sur rubis-sur-l'ongle, qui est-ce qui ne sera pas intéressé? Surtout lorsque ces investissements sont, par exemple, soutenus, appuyés par la Banque mondiale ou d'autres institutions. Donc, qui est-ce qui va refuser? Voilà donc. Donc, lorsque vous parlez de consentement libre, informé, préalable et tout cela, mais vous voyez évidemment qu'il n'y a vraiment pas photo. Comme quelqu'un l'a dit également, généralement, quels sont les coûts? Les agriculteurs perdent leurs exploitations et vous, par exemple, qui êtes petit exploitant, vous perdez votre exploitation, mais vous n'avez aucun moyen de recours. Et donc, cela pose un gros problème et cela affecte les Libériens. Dans notre cas, je parle du cas du Libéria. Et nous avons eu de nombreux cas pareils dans le domaine du caoutchouc, de l'exploitation du caoutchouc et autres. Et dans notre cas, au Nigeria, par exemple, il y a des usines de production d'électricité qui ont été promises, mais les résultats que nous avons eus sont des résultats totalement en déphasage avec la réalité. Le résultat, c'est que, par exemple, les exploitations qui ont été réquisitionnées sont des exploitations qui ont été exploitées, mais dont les communautés ont été laissées pour compte. Et donc, au Libéria, nous avons ce genre de situation. Et donc, lorsque nous parlons de redevabilité, évidemment, ces entreprises coupables ensuite déclarent oui, n'avoir pas totalement respecté leurs engagements, mais le résultat, c'est que la situation perdure. Et cela ne change pas. Il n'y a que les pauvres qui souffrent. Il faut donc que nous mettions en place des systèmes de reddition de comptes, de redevabilité qui soient efficaces. Et aujourd'hui, nous avons des pauvres qui souffrent et qui en font des frais, qui font des frais justement de ces activités. Et lorsque ces entreprises viennent sur le terrain, par exemple, elles vous promettent de nombreuses choses. Les communautés, surtout les jeunes membres de la communauté, sont ceux qui sont les plus importants. Mais le résultat, c'est que lorsque leurs communautés sont négativement affectées, elles sont obligées de s'expatrier. Ces jeunes sont obligés d'aller autre part. Ils vont où? En Europe. Et le résultat, c'est que ce sont les Européens qui ensuite se plaignent de l'immigration et autres, alors qu'au début, ce sont eux qui sont à l'origine de tout cela. Merci en tout cas pour votre participation. Très bien, merci. Nous allons donner la parole à M. James Jarso pour la dernière question. Nous vous donnerons nos informations de contact au cas où vous auriez besoin d'informations, au cas où vous aimeriez continuer la conversation, le dialogue avec nous. Monsieur, vous avez la parole. Yes, Stephanie, I've posted my question on the chat if you can just read for. Stéphanie, j'avais posté ma question dans la messagerie. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Oui. En Afrique, la redevabilité pour les violations des droits de l'homme
est souvent l'objet d'une bataille politique. Et les mécanismes de droits de l'homme sont souvent considérés comme des filets de sûreté pour les individus, mais n'ont pas réussi. Et jusqu'en 2016, nous avons connu un progrès dans l'ouverture des portes de la Cour africaine. Et malheureusement, au vu de certains problèmes tels que la décision Ingabire qui a permis au Rwanda de se retirer du protocole, nous voyons de nombreux États africains qui font demi-tour quant à leurs engagements, de protéger leurs individus dans leurs juridictions en termes d'accès aux cours régionales. Est-ce que cette situation par les États ne constitue pas une menace grave pour notre défense de la redevabilité? Merci encore une fois, Stéphanie, et je vais tout d'abord ajouter quelques mots à ce que Stéphanie a dit précédemment. La conversation continue, notre conversation continue, et pour ceux qui ne le savent pas, cette réunion est la première d'une série de webinaires que nous allons organiser dans le cadre de ce rapport. Et je vois bien sûr qu'il y a de nombreuses questions. Malheureusement, nous ne pourrons répondre à toutes ces questions, évidemment pour des raisons de temps, mais nous continuerons la conversation. Nous entrerons dans les détails de ces problèmes au cours des webinaires à venir. Mais maintenant, pour revenir à la question de James. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. La situation relative au système des droits humains en Afrique est une situation assez décevante. Décevante car, évidemment, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples existe, mais malheureusement, la situation est telle que cette Cour n'est pas aussi fonctionnelle qu'elle le devrait. Et comme vous le savez, il n'y a pas plus de 10 pays qui ont accepté ou qui ont effectué la déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour sur les dossiers ou dans le cadre de dossiers présentés à elle par des citoyens de ces pays. Et au cours des dernières années, 4 pays se sont retirés de la Cour et il ne nous reste plus que 6 pays membres, si je ne me trompe pas. Cela est une situation assez difficile et même lorsque nous avons des cas de dossiers qui ont été présentés à la Cour, j'ai déjà mentionné certains cas de dossiers qui avaient été présentés à la Cour par la Commission. Et les résultats de cette décision prise par la Cour était assez modeste, assez simple. J'ai parlé par exemple du cas du gouvernement kényan. Et en plus de ça, c'est la même chose qui se passe au niveau de la Commission, car il semblerait que les États se contentent du fait que les décisions de la Commission ne sont pas contraignantes et par conséquent, ces États ne sentent pas l'obligation de les mettre en œuvre. Dans certains autres cas, par exemple impliquant la RDC, tel que le massacre de Kiwa, une décision a été prise par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, une décision qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été mise en œuvre. Pour ce qui est des cours sous-régionales, des tribunaux sous-régionaux, il y a quelques évolutions, mais une fois de plus, le rapport traite un peu de cette situation, mais nous avons remarqué, par exemple, que les individus ont la possibilité de se faire représenter auprès de la Cour, mais généralement,
les tribunaux ne reconnaissent pas les obligations des entreprises et souvent les décisions sont données ou la latitude des décisions est laissée aux États. L'année passée, par exemple, en ce qui concerne un dossier impliquant le Libéria, la Cour a reconnu le rôle joué par l'État guinéen dans le massacre, mais l'État guinéen était le seul responsable et donc le seul coupable selon la Cour. Et puisque l'entreprise n'était pas sous la juridiction de la Cour, le dossier n'a pas abouti. Voilà un peu le genre de situation à laquelle nous faisons face sur le continent. Happy one, but ce n'est pas une situation intéressante, mais c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a un rôle important qui doit être joué au niveau national. Comment est-ce que nos communautés et nos organisations de la société civile peuvent-elles travailler avec les cours et les tribunaux régionaux afin que la situation puisse être améliorée du point de vue holistique, non seulement du point de vue mécanisme judiciaire, mais de façon à multiplier les autres options tels que les mécanismes de recours non judiciaires, y compris les manifestations des communautés, ainsi que d'autres voies de recours que nous avons déjà mentionnées. Mais une fois de plus, c'est une question que nous devons continuer, à laquelle nous devons continuer à répondre afin de voir quelles sont les difficultés. Mais je crois que pour le moment, nous sommes ravis de lancer ce rapport et d'engager le dialogue. Merci. Again, thank you very much to everybody for taking time and taking some. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps de participer à cette conversation que nous espérons va continuer. Merci beaucoup à Benjamin et bien sûr, nous restons à votre disposition. Vous avez nos adresses email et bien sûr, consultez le rapport, s'il vous plaît, et restez en contact avec nous et nous sommes à votre disposition pour continuer la discussion. Merci à tous, merci et au revoir. Merci. Goodbye. Oh,